Les conditions météo règnent sur notre monde, apportant la vie, la mort et la destruction. Recule, bon sang. Ça va aller. Ah, c'est pas vrai! Ils sont en train de se noyer. Découvrez des images encore plus fortes et incroyables. Avec des catastrophes naturelles meurtrières. L'un des moments les plus terrifiants de ma vie. Avec des tremblements de terre effrayants. J'ai vu ma vie défiler sous mes yeux. J'ai cru que je m'en sortirais pas. J'ai vu un immeuble entier s'effondrer. On aurait dit un film catastrophe. Et des éruptions volcaniques. Ça dépasse mes rêves les plus fous. Découvrez les images filmées par les témoins de ces catastrophes. On va mourir, on peut pas rester là! Éloignez-vous des fenêtres! Éloignez-vous, vite! Et leurs histoires défiant la mort. Sur le coup, j'ai vraiment cru qu'elle était morte. J'ai dû jouer les cascadeurs pour me sortir de là au plus vite. Je pensais que j'allais mourir brûlé vif. Nous allons nous retrouver nez à nez avec Dame Nature. C'est dingue! C'est complètement dingue! Et être les témoins privilégiés Attrape ma main. de la puissance des éléments naturels. La montagne allait nous engloutir. Ça vient vers nous! C'est l'enfer ici. C'était terrifiant. Je n'avais jamais vécu un truc pareil de toute ma vie. Mettez-vous à l'abri! Tout de suite! Dans cet épisode, C'est pas vrai! une coulée de boue mortelle submerge une petite ville de Californie. Ferme la porte! Je n'ai jamais vu autant de destruction que ce jour-là à Montecito. Ça arrive à la hauteur du plan de travail. Des ouvriers se retrouvent au cœur d'une violente tornade. Forcément, on pense tout de suite à la mort. La tornade a détruit le bâtiment. Et des images du premier sauvetage en mer effectué par un drone. De voir que ce mode de sauvetage marche vraiment et de récupérer 2 ados sains et saufs de cette manière, c'était génial. « 2017 restera dans les mémoires des Californiens comme une année cataclysmique où les catastrophes naturelles se sont enchaînées. Cette année-là, une vague de chaleur sans précédent est suivie de vents atteignant les 130 km/h et d'incendies dévastateurs qui coûteront la vie à 44 personnes et occasionneront 18 milliards de dollars de dégâts. Oh! Oh la vache! Autant d'événements qui mettront les nerfs des premiers intervenants des services d'urgence à rude épreuve, comme peuvent en témoigner Lee Chapman et Randy Gilbert. On a intervenu sur le plus gros incendie de tout l'État. L'unité aérienne a dû déployer plusieurs de ses appareils. Et ils ont combattu les flammes pendant 16 jours. Le feu avançait à une vitesse hallucinante. La chaleur était infernale. Je n'avais jamais été confronté à un incendie aussi ravageur. Alors que la Californie se remet à peine des horreurs de 2017, les conséquences de la série d'incendies menacent déjà la ville côtière de Montecito. Montecito était une zone à risque, parce que les incendies avaient détruit tout le système racinaire des collines alentours, qui n'était donc plus maintenu en place que par les rochers et la terre. Dès qu'il s'est mis à pleuvoir fort, et ce pendant quelques jours de suite, toute cette terre s'est transformée en boue. Et cette boue a commencé à dévaler les pentes des collines en emportant tout sur son passage, qu'il s'agisse de rochers ou de débris divers. Marco Farrell habite Montecito avec ses parents âgés. Il est conscient des risques de coulées de boue mortelles et fait preuve d'une vigilance constante. Au moment de la catastrophe,
Ça faisait 2 semaines que les appels à évacuer s'enchaînaient. Je pense que ça avait entraîné une certaine lassitude chez les habitants. C'était vraiment terrifiant de penser à ces tonnes de rochers, de boue et de troncs d'arbres, à ces collines qui menaçaient de s'effondrer sur notre quartier. C'était comme un monstre qui dormait et qui n'attendait que la pluie pour se réveiller. J'avais passé 3 jours à poser des sacs de sable tout autour de la maison. J'étais épuisé. J'ai fait une sieste de 3/4 d'heure et c'est le bruit de la pluie qui m'a réveillé. Une pluie comme je n'en avais jamais connue. Et d'un seul coup, au loin, très loin, j'ai entendu un grondement sourd, fort mais distant. Ça a fait... Et j'ai tout de suite compris ce qui se passait. La montagne allait nous engloutir. Ici le véhicule 29201. Je vous signale une coulée de boue très active qui descend la route 101 en ce moment même. Bien reçu. On nous signale aussi des déplacements de rochers. J'ai vu une voiture de police passer dans la rue à toute allure. Faut qu'on bouge de là. Allez, allez, allez! Je me souviens du regard du shérif. Il avait l'air tout aussi terrifié que moi. Je me suis retourné et je me suis mis à crier « Faites demi-tour! Ça vient vers nous! La coulée est déjà là! Allez-vous-en, vite !» Le bruit était de plus en plus fort. On aurait dit le bruit d'une machine énorme en train d'essayer de broyer de la roche. On dit souvent que les tornades font un bruit qui ressemble à celui d'un train en marche. Mais là, c'était encore plus fort que ça. C'était indescriptible. Regarde, maman, c'est pas vrai! La coulée arrive! J'étais abasourdi devant la violence de la coulée et la quantité de boue, de rochers et de troncs d'arbres qui déferlaient dans la rue sous mes yeux. C'est la chose la plus violente à laquelle j'ai jamais assisté. J'ai couru à l'intérieur. Ferme la porte! Je pensais qu'on allait mourir. Il fallait faire vite. On va sortir, préparez-vous. Réveille, papa! Réveille-toi! J'ai vérifié que la porte d'entrée était bien fermée et j'ai ouvert la porte de derrière qui nous a permis de sortir plus tard. Et d'un seul coup, flan! La porte de la cuisine s'est ouverte et un flot de boue qui atteignait bien les 1 mètre, 1,20 m de haut, s'est déversé dans la cuisine. À suivre. Impuissants, Marco et ses parents regardent leur maison se remplir à toute vitesse de boue et de débris. Ça arrive à la hauteur du plan de travail. Je peux rien faire là. C'est désolant. Et non loin de là, un homme et sa petite amie font une descente des plus terrifiantes. Si je n'avais pas réussi à maîtriser mon véhicule, je ne suis pas sûr qu'on serait là aujourd'hui. Les coulées de boue sont meurtrières, effrayantes, et elles arrivent sans prévenir. À la différence d'un glissement de terrain, une coulée de boue n'est pas constituée de terre sèche, mais de terre saturée d'eau qui s'écoule depuis le sommet des collines. Dans le joli village alpin de Bondo en Suisse, tout semble normal. Mais de fortes pluies d'été viennent de provoquer une coulée de 30 mètres de large. Rien ne résiste à sa puissance colossale. Même cette scierie se fait lentement emporter par ce tapis roulant infernal.
Les coulées de boue peuvent atteindre la vitesse de 55 km/h. Mais même au ralenti, regardez les ravages que causent celles-ci dans ce village du Sichuan. Les bâtiments en béton armé ne sont rien face à sa puissance associée au pouvoir de la gravité. Toujours en Chine, ce flanc de montagne gorgé d'eau cède soudain sous son propre poids et s'effondre sur ce véhicule. Heureusement pour ses occupants, aucun rocher de grande taille ne leur est tombé dessus. Si cela avait été le cas, ils auraient sûrement fini écrasés avec la voiture. Quelque peu désorienté, tout le monde parvient à sortir indemne de ce qui reste du véhicule. Mais le plus chanceux reste ce piéton qui a échappé à la chute de pierre à quelques secondes près. Bien sûr, les humains ne sont pas les seuls à faire les frais de ces coulées ravageuses. Sur la côte chilienne, des pluies torrentielles ont déclenché une coulée gigantesque. Pris dans la coulée, un chien se retrouve en équilibre précaire sur un tas de débris flottants. L'océan en colère est tout proche. Il faut qu'il trouve rapidement un moyen de s'en sortir avant de se faire emporter. Heureusement, il déguerpit juste à temps. Nous voici en Crimée. À première vue, c'est une belle journée ensoleillée. Mais il y a quelques minutes, la pluie a provoqué une violente coulée de boue, transformant ainsi cette route de montagne en casse automobile. Certaines voitures sont entassées comme des dominos qu'on a fait tomber. Cela prouve bien que lorsque Dame Nature décide de jouer avec nous, c'est toujours elle qui gagne. « 23 octobre 2017. À Spartanburg, en Caroline du Sud, ce lundi matin a commencé normalement pour Kyle Groth, gérant d'un entrepôt de textiles. Je gère tout, des commandes à la confection. La sécurité et le bien-être de mon équipe font partie de mes principales responsabilités. Je regarde mon téléphone tous les jours pour me tenir au courant de la météo. Je savais qu'il allait pleuvoir ce jour-là, mais je ne me doutais pas que ça allait être violent à ce point. Ce que Kyle ignore, c'est que la tempête tropicale Nate n'est pas loin et qu'elle amène des tornades avec elle. Le vent s'est levé et j'ai vu les feuilles tournoyer. C'était l'heure du changement d'équipe. Donc j'avais des gars en train d'arriver et d'autres en train de partir. Quand la tornade nous a frappés, mes oreilles se sont bouchées, comme dans un avion au moment de l'atterrissage. J'entendais plus rien. Tout s'est passé très vite. C'était terrifiant parce que je ne pouvais rien faire. Les fenêtres ont explosé. Elle a frappé de part et d'autre du bâtiment et a plus ou moins épargné le milieu. Donc, on ne savait pas de quel côté on pouvait aller pour essayer de se mettre à l'abri. Les murs extérieurs qui auraient dû amortir le choc sont tombés vers l'intérieur, là où l'équipe se trouvait. Forcément, on pense tout de suite à la mort. J'ai vu un chariot élévateur de plus de 4,5 tonnes s'élever dans les airs comme une feuille morte. On était trempés parce que le toit s'était envolé et qu'il pleuvait à l'intérieur. La tornade a détruit le bâtiment. L'entrepôt de Kyle a été frappé de plein fouet par la plus grosse tornade associée à Nate. Malgré sa faible intensité sur l'échelle de Fujita, cette tornade a tout de même généré des vents atteignant les 120 km/h. Elle s'est également abattue sur Jesse Sparveri, un étudiant qui faisait une sieste dans sa voiture.
J'ai vu des feuilles se mettre à tourner. Et puis, tout d'un coup, j'ai vu un éclair frapper le sol juste à côté de la voiture. C'est là que j'ai commencé à paniquer. La voiture tremblait. J'ai cru que j'allais mourir. Je me suis allongé entre les sièges avant et la banquette arrière. Ça bougeait dans tous les sens. J'ai vu plein de débris métalliques voler à l'extérieur. Je n'arrivais pas à me rendre compte si la voiture était dans les airs ou pas. J'ai eu l'impression que ça n'en finissait pas. Mais en réalité, ça a dû durer, genre, 30 secondes. C'était dingue. Je pensais vraiment pas que j'allais m'en sortir. Quand j'ai fini par sortir de la voiture, toutes les fenêtres avaient explosé. La seule qui avait tenu, c'était la plus proche de ma tête. J'ai vu qu'un gros bout de bois était venu se planter dans le siège conducteur. Si j'avais été assis au volant, j'aurais pu me faire empaler. Il y avait un arbre déraciné juste à côté de moi. C'est du délire, j'y crois pas. J'ai regardé de l'autre côté de la route et j'ai vu des bâtiments en feu et un camion qui s'était renversé. On voit des histoires d'ouragans aux infos, mais quand on se retrouve en plein milieu et qu'on vit le truc de l'intérieur, c'est vraiment un truc de fou. Jesse s'en tire particulièrement bien. La tornade qui a frappé Spartanburg a provoqué 20 collisions de véhicules, détruit 10 bâtiments et entraîné des millions de dollars de pertes économiques. Kyle doit maintenant calculer combien la catastrophe va coûter à son entreprise. On avait tout donné pour monter cette boîte et ceux qui y travaillaient, des employés jusqu'au patron, avaient tous leur mot à dire sur la manière dont il fallait la diriger. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Tout a disparu. Tout perdre comme ça, c'est dur, oui. Si on sait bien une chose de Dame Nature, c'est qu'elle est imprévisible. Et comme Salvador Dali, elle crée parfois des scènes surréalistes. À Wuhan, en Chine, les fortes pluies déclenchent parfois des comportements pour le moins étranges. Si vous faites un tour là-bas, ne soyez pas surpris si vous croisez un homme en train de promener son poisson. Étrange animal de compagnie, mais au moins il ne risque pas de se noyer. Restons avec les animaux au comportement insolite. Ces scientifiques en mission sur le territoire antarctique australien partent tranquillement travailler lorsque tout à coup, un pingouin sort des eaux sombres pour leur rendre une petite visite. Hé les gars, vous faites quoi? Pas grand-chose, apparemment. Monsieur Pingouin décide donc de retourner à l'eau. S'il s'agissait du concours des images les plus bizarres, cette scène filmée en Chine serait en bonne place. Je connaissais les vaches à viande et les vaches à lait, mais c'est la première vache patineuse artistique que je vois de toute ma vie. Parfois, les animaux et les humains coopèrent pour s'amuser un peu. Lorsqu'une tempête de glace touche ce quartier amish de l'Indiana aux États-Unis, les cochers et les chevaux adorent exhiber leurs talents pour les dérapages. Même avec un seul cheval de puissance, cet homme arrive à faire des burns impressionnants. Enfin, dans l'ouest de Suffield, dans le Connecticut, cette scène filmée après une violente tempête défie toute logique. On vient de se prendre une tempête et il y a une voiture qui a dû rouler sur je ne sais pas quoi. En fait, je ne comprends pas ce que je vois là.
Sans raison apparente, ce véhicule s'est retrouvé en équilibre sur le pare-choc. Voilà, je voulais juste vous montrer ce qui se passe à Suffield, sur Mountain Road. Dame Nature est parfois facétieuse. Allez, fais attention! Tout de suite, Sors de là! un kayakiste débutant se fait prendre au piège par des rapides. J'ai rien compris sur le moment. J'étais pas de taille à affronter une puissance pareille. Et des images du premier sauvetage en mer accompli à l'aide d'un drone. On a réussi à localiser les nageurs. On distinguait 2 petits points sur l'écran. Ils avaient l'air en détresse et ils étaient loin du bord. Tout à l'heure, nous avons vu comment des incendies ravageurs suivis de pluies torrentielles ont provoqué une coulée de boue destructrice et brutale qui a touché la petite ville côtière de Montecito. La coulée est déjà là! Allez-vous-en, vite! Marco Farrell et ses parents sont aux premières loges de la catastrophe La coulée arrive! lorsqu'un raz-de-marée de boue fait irruption dans leur maison. Restez où vous êtes, OK? Ce n'était pas de l'eau. C'était une épaisse bouillie qui déferlait en faisant... J'espère qu'il n'y aura pas de blessés. Ça arrive à la hauteur du plan de travail. Je peux rien faire là. C'est désolant. Surtout, on reste calme. Je sais que paniquer peut s'avérer très dangereux dans ce genre de situation. Donc c'est important de rester calme, parce que ça peut sauver des vies. Il y a carrément un torrent de boue qui se répand dans la maison. J'avais cru que tout irait bien, mais ça n'a pas été le cas. Je pensais que je m'étais assez préparé, mais il s'est avéré que non. Comment peut-on se préparer à quelque chose d'aussi intense et d'aussi violent? C'est aussi haut dehors que dedans! Vers 6 heures du matin, j'ai réussi à entrer dans la cuisine. Il y avait encore de la boue qui coulait dans la maison. Mais j'ai vu que dans la rue, ce n'était plus que de l'eau. Et le niveau avait considérablement diminué. Dès qu'on a aperçu les secours au coin de la rue, on a su qu'on était sauvés. Tandis que Marco respire enfin maintenant que le pire est passé, à 140 km de là, dans la périphérie de Los Angeles, une autre coulée de boue s'approche de Burbank. Sur sa trajectoire se trouvent Dayon Franklin et sa compagne. J'étais avec ma copine et je lui ai dit « Viens, faut qu'on s'en aille ». Quand j'ai regardé dehors, j'ai vu l'eau qui coulait à torrent, comme si la rue s'était changée en rivière. J'avais jamais vu un truc pareil, c'était comme dans un film. Donc on a chargé la voiture et j'ai dit « Allez, allez, on y va !» Bienvenue en Californie. On voyait l'eau qui commençait à monter. Ce n'était pas le moment d'hésiter. Avant qu'il puisse s'enfuir, la coulée emporte la voiture de Dayon et l'entraîne dans la pente. J'ai dû jouer les cascadeurs pour me sortir de là au plus vite. Je crois qu'on a atteint les 60 km/h à un moment donné. J'ai dû perdre le contrôle du véhicule pendant environ 1 minute 30. On a eu peur. La voiture a extraordinairement bien tenu. Quand on a ouvert les portières et qu'on a vu qu'elle n'avait rien, j'ai été très surpris. On voit jusqu'où l'eau est montée. On a failli pas s'en sortir. Si je n'avais pas réussi à maîtriser mon véhicule, je ne suis pas sûr qu'on serait là aujourd'hui. Une fois le carnage terminé, le shérif du comté de Santa Barbara comparera la scène à un champ de bataille de la Première Guerre mondiale. Parmi les secouristes à la recherche des survivants se trouvent Lee Chapman et Randy Gilbert. Quand on a reçu l'appel, on a pris notre équipement et on a foncé sur les lieux. On savait qu'il y avait des interventions en cours. Il y avait des gens piégés dans les décombres. Je savais vraiment pas à quoi m'attendre.
Je savais qu'il y allait avoir beaucoup de boue, ainsi que des gens qui avaient besoin d'être secourus, mais je n'avais aucune idée de l'ampleur de la catastrophe avant de survoler la zone. C'est ce qu'on ne voyait pas qui était le plus troublant. Les rues, les autoroutes, tout ce qui pouvait servir de point de repère avait disparu. C'était une véritable rivière de boue qui avait coulé du flanc de la montagne et traversé les habitations pour aller se jeter dans l'océan. Elle s'était déplacée avec une telle vitesse et une telle puissance qu'elle avait emporté des véhicules jusque dans la mer. Des heures après la catastrophe, certains rescapés sont encore piégés dans leur voiture. Et Lee et Randy sont appelés à intervenir pour sauver un homme coincé dans le lac de boue qui est devenu l'autoroute 101. On a rejoint la zone où était cette berline grise. Et une fois descendu au niveau du véhicule, j'ai brisé une vitre. Il y avait quelqu'un à l'intérieur. Il était reconnaissant qu'on soit venu le sauver. Et tout ce qu'il voulait, c'était sortir du véhicule. Pour vous donner une idée de la situation, j'étais à côté de la voiture, perché sur un matelas qui avait flotté jusque-là. Donc l'endroit où je me tenais était très instable. J'étais plus attentif que d'habitude à mes propres mouvements. Je voulais être sûr d'avoir de bons appuis. Ça n'a probablement pas duré plus de 10 minutes. Mais c'est une situation stressante, parce qu'on ne veut pas qu'il arrive quoi que ce soit à son équipier. Je n'ai jamais vu autant de destruction que ce jour-là à Montecito. Je n'oublierai jamais ce jour-là. C'est impossible d'oublier un truc pareil. Cette série de coulées de boue en Californie fera 21 morts et des centaines de personnes y perdront leur maison. À Montecito, ville charmante transformée en champ de ruines, Marco Farrell et ses voisins accusent le coup avec difficulté. Des familles ont été brisées et certains disparus n'ont pas été encore retrouvés. Eh oh, y a quelqu'un? Ça s'est complètement effondré par ici. On connaissait 5 personnes parmi celles qui sont décédées. C'est fermé à clé? Y a du bruit à l'intérieur? On passe à la suivante. J'espère qu'ils sont vivants. Des propriétés entières ont été détruites. Ça aurait très bien pu nous arriver aussi. Notre maison a été déplacée. La coulée a poussé les murs. Il n'en aurait pas fallu beaucoup plus pour qu'un rocher ou un tronc d'arbre passe au travers et que le bâtiment s'effondre. J'ai l'impression d'avoir vécu un cauchemar. Et je ne suis pas prêt de l'oublier. Dans la magnifique réserve naturelle de Witfontein, en Afrique du Sud, la rivière Caïmans comporte un passage avec des rapides et des cascades. C'est un spot prisé des kayakistes qui viennent y prouver leur courage. Parmi eux, en ce 9 juillet 2014, Franz Foury, qui ne s'attend sûrement pas à la manière dont les événements vont tourner. J'ai tendance à surestimer mon niveau par rapport à mes capacités physiques réelles. On m'avait parlé d'un bon spot pour les débutants, un lieu parfait pour s'entraîner. J'étais avec mon frère et 2 amis. J'éprouvais un mélange de peur et d'excitation. En temps normal, la rivière est à un niveau assez bas. C'est plus un ruisseau qu'une rivière. Le seul moment où on peut vraiment la descendre, c'est quand de grosses pluies viennent de tomber. Ça crée plein de cascades, et c'est la raison pour laquelle on était là. La descente de cette rivière pendant et après des périodes de pluie exceptionnelles comporte un risque, celui de devoir affronter une crue subite. Allez, on y va. Mais après avoir évalué l'état de la rivière, le frère de Franz et l'un de ses amis se jettent à l'eau.
Le torrent déchaîné met leur talent à rude épreuve. Sur la dernière cascade, mon frère Eugène s'est retourné. Mais une fois en bas, il a réussi à esquimoter pour se remettre d'aplomb. Notre ami Dean a enchaîné après lui. Il a passé la première cascade. Il a chaviré lui aussi, mais il a réussi à sortir de l'eau rapidement. Ensuite, ça a été mon tour. Je m'étais proposé pour passer en dernier, parce que je voulais observer comment les autres se débrouillaient. Je suis arrivé au niveau de la première cascade, mais le courant me projetait sur les rochers. J'ai descendu la cascade à l'envers. J'ai tenté d'esquimoter 2 ou 3 fois, mais je n'y arrivais pas, parce que lorsqu'on se retrouve au pied de la cascade, tout l'air qu'il y a dans l'eau vous empêche de flotter. Ça vous pousse vers le fond. Je n'avais aucune envie de finir la descente à l'envers, donc j'ai décidé de sortir. Mais après de grosses pluies, il y a une couche d'écume qui se forme à la surface. Et quand on a la tête dedans, impossible de respirer. J'avais une main sur le canoë et j'ai agrippé le bord avec l'autre. Et c'est là que l'eau est montée d'un seul coup. Tout s'est passé très vite, en quelques secondes. Sors de là! Sors! Sors! Je me suis retrouvé dans le noir total. J'avais l'impression d'être dans une machine à laver. J'étais pris dans ce flot qui m'empêchait de respirer et qui me faisait lâcher prise. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai fini par passer la cascade et je me suis retrouvé comme en apesanteur. Je ne savais plus où était la surface. Autour de la cascade, ça gronde en permanence. Mais quand on est dedans, on n'entend rien. C'est parfaitement silencieux. Je suis passé du silence au vacarme plusieurs fois. Je me suis retrouvé dans le deuxième bassin quelques secondes et j'ai passé la grosse cascade. Je pense que ma tête a cogné et je me suis mordu la lèvre assez profondément. Je ne pouvais rien faire, j'étais pas de taille à affronter une puissance pareille. Quand je suis arrivé à la dernière cascade et qu'elle ne m'a pas recraché, j'ai commencé à paniquer. Je n'arrivais pas à en sortir à cause des turbulences qui me repoussaient vers le fond. Tandis que Franz se débat, son frère Eugène assiste impuissant au drame qui se déroule sous ses yeux. Je suis descendu en courant pour chercher Franz, mais je le voyais pas. La rivière était déchaînée à ce moment-là. J'ai commencé à me dire que personne ne pouvait survivre à des turbulences pareilles. Et que c'était un corps que j'allais retrouver plutôt que mon frère. Je m'en suis sorti uniquement parce que j'ai suivi le courant au lieu d'essayer de me relever. J'ai fini par réussir à m'éloigner des remous. Je pense que je n'aurais pas tenu 10 secondes de plus. Je me suis accroché à un rocher qui dépassait de l'eau et je me suis assis dessus. J'étais à bout de force. Laisse-moi une seconde. Comment tu te sens? J'arrivais plus à respirer. L'eau est montée d'un coup. On va sortir de là. Et tout ça n'a duré qu'une minute. J'ai plus de force. J'avais jamais vu la mort de si près. Je pense que ça a été encore plus horrible pour mon frère que pour moi. Il n'a pas vu tout de suite que j'avais réussi à m'en tirer. Il était là au bord en train de paniquer. Quand on s'est retrouvés, il a fondu en larmes. Je suis passé de la colère à la tristesse et à la joie, le tout en moins d'1 minute. Malgré cette expérience éprouvante qui a bien failli le tuer, Franz n'a pas l'intention de remiser sa pagaie. Le kayak en eau vive, c'est l'un des plus beaux sports au monde. Mais il faut impérativement savoir dans quoi on s'embarque avant de s'attaquer à certains spots. Parce qu'on court toujours le risque d'y laisser sa vie. C'est quelque chose que je n'avais jamais vraiment compris avant ce jour-là.
Je n'ai jamais vécu une autre crue comme celle-là. J'en ai même jamais vu. Il faut dire que les gens qui vivent ce genre de choses sont rarement là pour en parler après. La nature nous offre la possibilité de vivre un tas d'expériences différentes, mais mieux vaut ne jamais oublier que c'est toujours elle qui a le dernier mot. Comme nous venons de le voir, il est très risqué de s'aventurer dans des rapides si l'on ne fait pas preuve d'un peu de prudence. Les rapides sont classés sur une échelle qui va de 1 pour les plus abordables à 6 où les chances de survie sont extrêmement minces. Dans le Colorado, un État réputé pour ses spots de kayak en eau vive, cette rivière blanche a résolument sa place en haut du classement. Le courant atteint ici les 50 km/h et un canoë en fibre de verre n'a pas la moindre chance en cas de collision avec un rocher immergé. Cet homme le saura maintenant que son embarcation s'est fait couper en deux. J'y crois pas, ça l'a explosé. J'avais jamais vu ça. Son kayak a explosé? À droite, attention! Continue, pagaie vers moi. Voilà. Heureusement, il arrive à rejoindre la rive. Mais le retour à pied et trempé jusqu'aux os s'annonce difficile. J'hallucine. Le canot pneumatique a été inventé dans les années 1840 par le lieutenant John Fremont qui souhaitait explorer les montagnes rocheuses. Son premier prototype était constitué de 4 tubes de caoutchouc. Mais 100 ans plus tard, en voici un qui a poussé le concept un peu plus, voire beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus confortable. Plus rien à craindre des rapides quand on a 6 canots pneumatiques pour amortir les chocs. Et perché là-haut, la vue doit être sensationnelle. Allez, souquez, matelot! Dans la nature comme dans la rue, mieux vaut être attentif au moment de traverser. C'est bon? Mais cela ne suffit pas toujours. Cet homme va en faire la douloureuse expérience. Quelques hématomes, associés à un bon bain d'eau froide, devraient lui permettre de s'en souvenir. Pour une raison étrange, et avec toute une forêt à sa disposition, cette femme a choisi ce vieux tronc pour pratiquer le yoga. Sans surprise, la force mentale ne lui suffit pas lorsqu'il s'agit de résister à la gravité. Elle qui voulait ne faire qu'un avec la nature, elle va être servie. La posture du poisson aurait été plus adaptée. Heureusement, seule sa fierté a été blessée. C'est une chute d'une toute autre ampleur qui attend ce kayakiste motivé. C'est bon! Il est sur le point de s'élancer du haut d'une cascade de 39 mètres dénommée Big Banana. Espérons qu'il ne va pas s'écraser en bas comme un fruit pourri. Il réussit à tromper la mort et arrive en bas sans dommage. Même filmé de loin, la performance est hallucinante. Cependant, mieux vaut laisser cette discipline aux professionnels. Des missions de livraison à la cartographie, en passant par les opérations militaires et la surveillance des frontières, la révolution des drones a commencé. Aujourd'hui, ils peuvent même sauver des vies. Les sauveteurs Jay Sheridan et Jacob Malgoldrick peuvent en témoigner. Leur zone de patrouille se trouve sur 7 Mile Beach, une plage magnifique qui longe un océan aux vagues pouvant s'avérer traîtresse.
Elle s'appelle 7 Mile Beach parce qu'elle fait 7 miles de long, c'est-à-dire 11 km. Ça fait beaucoup à surveiller. Lennox Head est un village ouvert sur la mer. Ici, les marées et les vents sont très forts. Pour les touristes et les gens de passage, c'est assez dangereux. Même avec la meilleure météo, dans les conditions les plus favorables, les nageurs confirmés peuvent avoir du mal à revenir s'ils dépassent le premier brisant. Jacob et moi, on a eu la chance de participer aux premières formations qui incluaient l'usage de drones, permettant de secourir les victimes et de transporter des objets. Ce drone a une portée de 5 km et en altitude, il peut monter jusqu'à 4000 mètres. Et il peut atteindre des vitesses de 60 à 80 km/h. Le 17 janvier 2018, Jai et Jacob décident qu'il est temps d'envoyer leur drone en mission. 2 nageurs adolescents sont sur le point de se noyer. Ce jour-là, la météo était typique pour cette période de l'année. C'était costaud au niveau des vagues, je crois qu'on atteignait les 4 mètres sur la côte. On avait décidé de fermer la plage au public par mesure de sécurité. Malgré tout, 2 gamins avaient nagé jusque derrière le premier brisant, c'est-à-dire à environ 100 mètres de la côte. Et ce jour-là, en plus des vagues, on avait aussi une forte marée. On a été alerté de la situation et 2 ou 3 minutes plus tard, notre drone secouriste était sur place. Ce n'était que la 2e fois qu'on se servait d'un drone de cette taille. C'était assez nouveau pour nous. Mais par chance, on s'était entraîné au lâcher de bouée la veille. J'ai envoyé 2 sauveteurs sur les lieux afin d'évaluer la situation. Jay était justement sur le point d'effectuer un autre vol d'essai. Donc, il était prêt à agir quand il a reçu l'appel. On l'a fait décoller assez rapidement. Le drone est équipé d'une caméra qui filme la zone qu'il survole. Et de notre côté, on reçoit les images en direct sur un écran. En quelques secondes, on a réussi à localiser les nageurs. On distinguait 2 petits points sur l'écran. Ils avaient l'air en détresse et ils étaient loin du bord. On s'est positionné juste au-dessus d'eux, à 15 mètres d'altitude, et on a largué la bouée pile entre deux. Entre le moment du décollage et le largage de la bouée, il s'est écoulé environ 70 secondes. Dès son entrée en contact avec l'eau, la bouée se déploie, ce qui permet aux naufragés de revenir par leurs propres moyens. Les sauveteurs les attendaient sur la plage. Ils ont procédé aux vérifications d'usage. Ils ont regardé si les victimes avaient bu la tasse, si elles étaient blessées et si elles avaient besoin d'assistance. Par exemple, s'il fallait les emmener à l'hôpital. En l'occurrence, on a eu de la chance. Les 2 garçons n'avaient rien. Ce sauvetage incroyable est le premier au monde effectué par un drone. Le gouvernement australien sera tellement impressionné qu'il décidera d'allouer plus de 300 000 $ à la poursuite des essais dans l'est du pays. Bientôt, les drones de secours pourraient bien être présents sur les plages du monde entier. C'était assez dingue de voir ce drone à l'œuvre en véritable situation d'urgence. On s'était entraîné pour ça, bien sûr, mais de voir que ce mode de sauvetage marche vraiment et de récupérer 2 ados sains et saufs de cette manière, c'était génial. Comme nous l'avons vu, lorsque les éléments se déchaînent, ils peuvent devenir mortels. Il arrive parfois que des accidents soient évités de justesse. Sur le mont Baker, aux États-Unis, la foule s'est rassemblée dans la bonne humeur pour admirer les performances des parapentistes. Mais le vent a décidé de venir gâcher la fête. Résultat, cette jeune fille peu frileuse vêtue d'un bikini a bien failli subir une collision fort douloureuse.
Restons dans la neige. Lorsqu'on décide d'assister à un rallye dans la poudreuse, mieux vaut se tenir à distance respectueuse. Règle numéro 1, ne pas se poster après un virage. Vous comprenez pourquoi. Après avoir filmé ça, je pense que le caméraman a dû rentrer chez lui pour changer de pantalon. En Ukraine, un orage frappe la ville de Kharkov. La foudre menace de s'abattre. Et tandis que les habitants se pressent pour fuir la pluie, un éclair particulièrement sournois décroche un morceau du bâtiment. Pour ce couple, tout s'est joué à quelques millimètres. En Argentine, sur le fleuve Paraná, une compétition de pêche au poisson-chat côtoie une démonstration aérienne. Nous allons découvrir que les bateaux et les avions ne font pas nécessairement bon ménage. Le temps maussade cause des turbulences à basse altitude, et cet avion s'approche un peu trop de l'une des embarcations. Et si vous pensez que cet avion volait trop bas, que dites-vous de celui-là? À Saint-Pétersbourg, en Floride, le temps est au beau fixe. Mais les rouleaux peuvent s'avérer très dangereux lorsqu'on les chevauche à bord d'un jet ski. Après une mauvaise réception, cet amateur est KO. J'arrive, mon pote. Je vais te sauver. Je vais te sauver. Par miracle, alors qu'il vient de passer plus de 20 secondes à flotter la tête sous l'eau, il n'a pas bu la tasse. Il est inconscient. Je l'ai récupéré sur le ventre, la tête sous l'eau. Il a une vilaine coupure sous le menton. Sous le menton, juste là. T'as eu de la chance que je sois là, t'aurais fini noyé. Il faut qu'il voie un médecin, d'accord? Vu son état, je ne suis pas sûr qu'il soit prudent de lui laisser les commandes. C'est pas vrai! Dans cet épisode, nous avons vu Dame Nature rugir de toutes ses forces. Nous avons vu à quel point nous étions vulnérables. Nous l'avons vu démolir, détruire et se moquer de nous. Vous en verrez encore plus dans le prochain épisode, car personne ne peut arrêter la nature meurtrière.